de tout ça, c'est que ça nous fait passer effectivement immédiatement comme des réactionnaires par rapport au bain général progressiste, même si aujourd'hui on a un peu des doutes sur le progressisme, c'est quand même l'idéologie dominante, et dire vous êtes des pisse-froids, des emmerdeurs, etc. Moi-même, je me méfie un peu de cette approche strictement moralisatrice. Comme disait Jean-Marie Le Pen, pas de police des braguettes, etc. etc. Moi d'ailleurs je disais, du moment que ça touche pas les gosses et que c'est pas fait sur la place publique, ça ne me regarde pas. La sexualité est quelque chose d'intime, qui doit rester caché, et en plus il y a une tradition française. Donc le moyen d'aborder le lien entre pourquoi, par exemple, les Rockefeller, c'est-à-dire le grand capital américain, la puissance financière américaine, s'attaquerait à la famille et voudrait détruire d'une certaine manière la morale sexuelle, etc. Oui, l'innocence. Il y a... C'est pas qu'une naissance des enfants d'ailleurs, parce que c'est à tous les niveaux. On voit très bien qu'il y a l'idée derrière du lien entre le capital, l'extension du marché et la démoralisation. La démoralisation. Les détenteurs du capital, notamment dans un pays comme les États-Unis, qui était à la fois pionnier sur le plan du capitalisme, c'est ceux qui étaient le plus en avance, mais qui est aussi un pays puritain, n'oublions pas ça, protestant, ont bien vu à un moment donné qu'il y avait une limite à l'extension du marché et de la logique du marché, qui était la morale, cette morale protestante des films de John Wayne et des films de John Ford, c'est-à-dire un grand moralisme sur la question du travail et sur la question des mœurs. D'ailleurs, beaucoup plus que chez nous. Le catholicisme est beaucoup plus ambivalent sur la question de l'érotisme et du sacré. Et ils se sont dit à un moment donné, il faut qu'on casse ce moralisme traditionnel, à la fois sur le plan du travail. Là, ça renvoie au texte de Jefferson, sur il n'y a de travail que le travail productif, en gros, et il n'y a de vie que le travail, etc. Donc le refus du travail parasite, ce qui est un frein au capitalisme financier, vous voyez bien. Et aussi cette morale, effectivement sexuelle, les deux étant liés. C'est pas pour rien qu'on réédite, nous, Michel Clouscar, le concept moderne du capitalisme à partir de l'après-guerre et surtout après mai 68, c'est le libéralisme libertaire, c'est-à-dire le libertaire au service du libéral. Qu'est-ce que c'est que le libertaire ? Vous voyez très bien la sortie de Cohn-Bendit face à Paul Guth à Apostrophe à l'époque, où il dit que c'est délicieux de se faire toucher la bite par une petite fille. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Et personne ne moufte à l'époque, parce que sinon ça serait réac. Et même Paul Guth, qui était un écrivain catholique, sourit bêtement, s'est dit, il faut que je passe pour un vieux con. Aujourd'hui, on a du mal à se rappeler cette période de poussée progressiste, entre guillemets, sur le plan du libéralisme des mœurs, ce qu'on appelle la pensée libertaire, parce qu'aujourd'hui, on est passé dans autre chose. On est passé dans la crise, dans la méfiance, dans la colère, donc on n'est déjà plus dans cette pensée libertaire joyeuse. On est passé dans la pensée libertaire violente et crade, c'est-à-dire même la pornographie a évolué. La pornographie 70, si on regarde certains films, se veut festive, transgressive, féministe, émancipatrice. Aujourd'hui, elle est sale, elle est violente, elle est glauque. Voilà, donc on voit bien que même de ce point de vue-là, on a changé d'époque. Mais je pense que face à nos adversaires, pour pas passer pour des réacs et des rétrogrades, il faut le dire, en réalité, nous restons quelque part des gens attachés au progrès, qui veut dire une élévation de la conscience et des potentialités de vie et de la qualité de vie. Et aujourd'hui, le libertaire, c'est-à-dire le sexuel et le pornographique, le libertaire en période de crise et de tension, est vraiment au service de l'écrasement de l'homme par le capital et donc de la violence et de l'abrutissement. Et je pense que ce lien est fondamental. Aujourd'hui, ce qui nous gêne dans tout ça, c'est de comprendre que cette destruction de la famille, cette destruction de l'innocence et cette sexualisation précoce de l'enfant n'avait que pour fonction que de casser les dernières barrières morales et humaines du marché et du tout marché. Et on voit très bien aujourd'hui qu'avec la PMA, etc., c'est une logique d'extension du marché. Tout doit être achetable et vendable, y compris le cul des gosses pauvres à des vieux riches, y compris les enfants du tiers-monde, etc., etc., alors qu'avant, il y avait des interdits. Et ces interdits sont toujours liés au sacré, c'est-à-dire aux visions qui ont précédé la société, on va dire, purement matérialiste et marchande, et qui sont injustifiables de façon, je dirais, immédiatement fonctionnelle. C'est-à-dire, la sacralité, c'est l'interdit de l'inceste, qui est à la base de l'anthropologie, mais qui est injustifiable aujourd'hui. Pourquoi, finalement, je n'aurais pas le droit de baiser avec ma mère si elle est consentante ?
C'est ça le débat aujourd'hui, parce qu'on est dans l'idée de l'extension maximum de la liberté. Tout se fait aujourd'hui au nom de la liberté et de l'égalité. L'avancée perverse de la logique LGBT, d'ailleurs, se cache d'ailleurs bien d'autres gens. C'est pas les quelques transsexuels qui ont le pouvoir de faire bouger la République. Ils sont un prétexte de gens qui sont derrière, c'est ça que je veux dire. On se sert d'eux. Hein. Et on voit bien que le but, effectivement, qui est derrière, c'est... on doit casser cette morale bourgeoise qui freinerait la liberté et l'égalité entre les hommes et les femmes, et la liberté de jouir, comme je l'entends, sans entrave, mon corps m'appartient. On voit que toute cette idéologie qui pouvait se comprendre à une époque où la femme est opprimée par son père, par son époux, et qu'on lui dit « tu es une reproductrice, tu dois mettre de côté ton individualité pour te mettre au service de la perpétuation de l'espèce et du confort du foyer », on peut comprendre certaines révoltes, notamment chez les filles de la bourgeoisie intelligente. On peut comprendre dialectiquement et historiquement que des filles étaient tentées par le féminisme. Après, ce qu'il faut expliquer, c'est les dérives, les récupérations et les déviations complètes. Et aujourd'hui, on voit bien que le but, c'est de casser tous les interdits en prétendant qu'ils sont injustifiables d'un point de vue de l'analyse technocratique, matérialiste, technicienne, hein, l'interdit de l'inceste. Pourquoi? Oui, c'est vrai, pourquoi? Si la polygamie, et d'ailleurs aujourd'hui on n'ose pas trop parler de la polygamie, mais pourquoi pas la polygamie si tout le monde est d'accord, hein, puisqu'on est dans la logique du contrat, puisqu'on est dans la société bourgeoise, c'est la société du contrat, il faut lire Weber. Donc si c'est un combat librement contracté par toutes les parties et qui est clairement exposé par une loi, par un acte écrit et co-signé, tout est possible. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un débat en Suisse qui disait pourquoi pas l'inceste à l'intérieur des familles si le père et la fille sont d'accord. Un père et sa fille majeure ont le droit d'avoir des relations sexuelles, tout comme un frère et une sœur adultes. C'est ce que pense le Conseil fédéral. Dans le cadre de la révision du droit pénal, il propose de supprimer l'article 213 qui sanctionne l'inceste, un projet qui suscite une vague d'indignation et d'incompréhension. Vous imaginez bien que le niveau de suggestion et de l'autorité du père, etc., prouve que ce libre choix n'a aucun sens. Mais cet égalitarisme abstrait dans lequel on est tombé aujourd'hui, qui est devenu une stupidité d'un côté et une malhonnêteté de l'autre, a effectivement pour but de casser toutes les barrières, je dirais, transcendantes et traditionnelles à l'expansion totale, non pas de la liberté de l'individu pour son plus grand bonheur, parce qu'on fait que tout ça débouche sur la névrose, on le sait par le recul historique qu'on a. Une fille qui s'est fait baiser par 150 mecs et qui a avorté 27 fois est rarement épanouie à 42 ans. Hein. Souvent moins épanouie que la mère méditerranéenne classique, qui a eu un seul homme dans sa vie et qui a 4 gosses et qui règne sur une maisonnée avec le respect de tout l'entourage. Ça peut même être considéré comme agaçant et réducteur pour un touriste comme moi quand il va en Corse, qui est obligé de se soucier de certaines limites à sa liberté. Mais c'est un constat sociologique évident avec le recul du temps. On voit très bien qu'il y a beaucoup de femmes épanouies dans la société traditionnelle, malgré tous ses défauts, et que la société contemporaine produit de la névrosée seule de 45 ans en masse, hein, en série. Voilà, ça c'est. Donc mais je crois qu'il est fondamental d'insister sur ce discours-là, c'est-à-dire prendre le discours progressiste sur son propre terrain, montrer comment il a été retourné entièrement, plutôt que de justifier ça par des purs arguments, comme je voyais, tu t'énervais tout à l'heure. Ça peut être considéré comme justement des propos réactionnaires. Et d'un point de vue de l'efficacité politique, c'est pas très bon. Il faut dire, voilà, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est le marché, c'est casser en fait toutes les barrières qui sont les barrières qui s'appellent l'humanité, le respect de l'autre, le respect de l'enfant, protéger la veuve et l'orphelin, et tout ça, c'est la loi du plus riche, ça aussi, il faut le dire, c'est l'extension maximale du marché pour le plaisir du plus riche, car en réalité, toutes ces libérations sont toujours des libérations qui mettent le pauvre au service à la libre disposition du riche. Hein. La liberté de circuler partout pour baiser qui on veut, c'est pas la liberté des pauvres du tiers-monde d'aller baiser les femmes de la bourgeoisie à Neuilly. Hein. C'est la liberté des riches de Neuilly, en général des hommes, d'aller baiser les femmes pauvres du tiers-monde, hein, et leurs gosses, hein, voilà. Et de temps en temps aussi, c'est vrai, par une déviation ultime, de voir des femmes du nord de l'Europe et même de Suisse aller avec leurs filles se faire baiser pour de l'argent par des Noirs à Saint-Domingue. Vous vérifierez que ça existe sur Internet. Hein. Le tourisme sexuel maintenant pour les femmes du Nord qui payent pour se faire chevaucher par des Noirs parce qu'elles ne supportent plus
de se faire baiser par des hommes, tellement le discours féministe a rendu ça impossible au niveau de leur imaginaire et de leur symbolique interne. Donc elles ne peuvent concevoir de rapports sexuels qu'avec en gros des gens du tiers-monde, parce que c'est un peu des animaux et que d'un seul coup ça redevient un rapport de classe, c'est-à-dire une riche qui paye un pauvre, donc ça protège leurs prérogatives de classe, et en même temps une blanche qui couche avec un noir, c'est-à-dire un demi-animal, donc ça peut être une expérience de type zoophile. Et c'est ça l'idéologie qu'il y a derrière. Oui, analysez la situation et vous verrez sur Internet, allez voir des documentaires sur le tourisme sexuel des femmes du nord de l'Europe, hein, c'est souvent des protestantes, qui vont faire du tourisme sexuel de femmes à Saint-Domingue, avec des gigolos mâles, vous verrez. Parfois, ce ne sont pas les hommes, mais les femmes occidentales qui apportent la richesse. Beaucoup de ceux, et surtout de celles qui viennent ici, y sont pour le sexe. Quand on a vraiment besoin d'argent, on ferme les yeux et on ramasse la première touriste qui passe. Si elle est moche, on la met dans un taxi et on la conduit directement dans une disco, en faisant attention à ce que nos copains ne nous voient pas avec elle. On la chauffe et on va à l'hôtel, si possible dans le même taxi. Avec une jeune, on peut se montrer. On lui met un oreiller sur la tête. Lorsqu'une femme est laide, on lui fait croire qu'elle est jolie. Si elle est grosse comme une baleine, on lui dit qu'elle est charpentée comme une guitare. Danse bien, qui se comporte bien, on peut aller plus loin, quoi. On sent ça tout de suite parce qu'on est quand même venu en vacances pour s'amuser. Donc maintenant c'est sûr que s'il danse mal, on cherche un autre qui danse bien. Pour arrondir ses fins de mois. Beautiful. Tu es très belle. Vraiment. J'aime bien parler avec des gens comme toi. Et on a notamment, j'avais vu un documentaire qui m'avait affligé, c'était la mère et la fille qui allaient se faire baiser ensemble. Vous l'avez vu? C'est vers ça qu'on va. Et là, on a quand même en nous des signaux, quoi. Je veux dire, on se dit, il y a quelque chose qui va pas là. On peut pas dire, ouais, c'est cool. Hein, pourquoi pas? On se dit, la mère et la fille qui partent en vacances, alors qu'il y a un père quelque part, il y a eu un père quelque part, il y a eu un mari, se faire baiser pour des sommes, en plus $500 la nuit, par des espèces de gigolos de Saint-Domingue et demi-voyous torse nu. On se dit, c'est ça l'humanité, c'est ça la mondialisation, c'est ça la liberté. Quand on écoutait Michel Fugain et le Big Bazar, on pensait pas à ça. On pensait à se libérer d'un peu de moralisme, du moralisme bourgeois, parce qu'en fait c'est ça qu'on nous a montré. On nous a souvent montré le moralisme bourgeois comme mensonge et comme hypocrisie. Hein, ces gens-là parlent d'interdit sexuel mais baisent en douce, autant ne plus baiser en douce. C'est tout le cinéma des années 60-70. Donc ouais. On voit bien dialectiquement comment tout ça a pu être mis en place et surtout est acceptable à une époque. Il ne faut pas non plus oublier qu'à dans les années 60, moi je suis un lecteur d'Harakiri du professeur Choron, il y avait une justification à un discours de transgression et même une certaine vulgarité et même un peu quand il y a eu un peu de pornographie dans la bande dessinée avec Gottlieb, etc. Parce qu'on sortait d'une société bourgeoise très moralisatrice et très hypocrite, qui interdisait beaucoup de choses tout en faisant pas mal en douce, et qui avait quelque chose d'horripilant et de malsain et de mensonger. Donc c'était au nom de la vérité, de l'émancipation, de la fraîcheur qu'on avait fait tout ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus cracher complètement là-dessus, mais dire voilà, on s'est fait piéger sur ce terrain-là, l'époque a changé, et aujourd'hui, c'est comme on pouvait lire Charlie Hebdo à l'époque, aujourd'hui on ne peut plus lire Charlie Hebdo aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'insiste sur cette pédagogie, parce que moi, quand je t'entends toi et parfois Farida vous énerver un peu, je me dis les deux ménopausées, elles commencent à me faire chier. C'est pas parce qu'elles baissent plus que nous on doit s'arrêter. T'en sais rien. Premièrement. Si. La nature, c'est la nature. La nature. Mais... alors là, je vais vous donner un scoop. La ménopause n'a rien à y voir, mais rien, rien. Alors là, il est immonde. Là, il y connaît rien. Il y connaît rien. Il y connaît rien. La ménopause ne fait simplement que c'est beaucoup plus sympa. Moi, je me méfie des gens. Je le dis par des raisons d'efficacité, je me méfie des gens qui, ayant beaucoup fait et ne pouvant moins, commencent à dire aux autres qu'il ne faut plus qu'ils le fassent. On peut beaucoup plus après. Mais je parle pas de toi, excuse-moi. Quand on a un vieux, chaque fois qu'on a un vieux con qui nous emmerde, qui nous interdit de faire ce qu'il a fait toute sa vie et qui veut plus qu'on le fasse parce que lui peut plus le faire ou que ça l'intéresse plus, je veux dire d'un point de vue pédagogique c'est nul, vous voyez. On le sait très bien. Et le problème c'est est-ce qu'il faut être efficace. Aujourd'hui le danger c'est de passer effectivement comme le piège qu'on nous tend pour des vieux cons, des réactionnaires. On redécouvre le catholicisme, c'est génial de prier. Non, excusez-moi, à un moment
moment donné, nous on vient des années 70, moi j'étais au collège Stanislas, on m'obligeait à aller me confesser une fois par semaine, aller à la messe tous les samedis, et on n'en avait rien à foutre, on ne croyait pas une seconde à ce que disait le curé. Il y avait des gros problèmes de pédophilie, y compris dans excusez-moi, ça existait, et comment, hein, je suis un ancien de Stam, et qu'il ne faut pas non plus faire croire que c'était l'âge d'or, et que c'était le rêve, et que c'était le bonheur. Mais l'histoire, c'est dialectique, et c'est en déplacement permanent. Et on doit travailler sur la séquence qui est la nôtre, en fonction de là d'où on vient, et de là où on veut aller. Et c'est là où il faut rester toujours dans l'historicité. Et l'idée, on va revenir aux années 60, c'était génial, ou aux années 30, ou etc. Du mec, c'est vrai que c'est beau. Hein. Aujourd'hui, on trouve ça beau, un curé en soutane sur un vélo, c'est vrai. C'est joli, parce qu'on a tellement vu de prêtres en costard thermocollé dégueulasse que c'est joli. Mais il faut bien comprendre qu'on est face à des gens aujourd'hui, à nous, notamment qui ont le pouvoir, qui eux sont issus de mai 68. Et qui ont été légitimement 68ards, faut pas oublier, parce que ils voulaient avoir les cheveux longs parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux longs, ils voulaient s'amuser un peu parce qu'on leur serrait la vis, et que c'est ces gens-là qu'on est obligé de combattre aujourd'hui, et il faut être malin, c'est pour ça, enfin malin, stratège, et surtout ne pas se tromper. C'est-à-dire que parfois il y a on peut réhabiliter certaines choses pour des raisons dialectiques et cohérentes, et c'est pas parce qu'on réhabilite certaines choses qu'on se fait un retour en arrière. C'est ça qui est complexe, c'est pour ça la philosophie sert à ça. En fait, même retourner en arrière est quelque chose de totalement futuriste en réalité, puisqu'on sait que le temps a passé. C'est pas comme perdre la mémoire et se retrouver en arrière, c'est en fait vouloir volontairement vivre comme avant. Ça s'appelle l'écologie, ça s'appelle le retour à la terre, ça n'a rien à voir avec vivre comme au XVIIIe siècle. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Aujourd'hui, toute cette banalisation de la pornographie, d'ailleurs, n'est plus un combat d'avant-garde, parce qu'avant, les gens qui se battaient pour le cinéma X, comme si on regarde les conférences de Benazéraf, ils luttaient contre le pouvoir et l'interdit. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est de l'idéologie de masse. Donc on peut pas justifier ça au nom de la transgression. La transgression est devenue l'idéologie de masse et l'idéologie du marché. Donc si on veut être transgressif, il faut être transgressif contre la transgression. Et donc réclamer de la norme, de l'interdit, etc. Parce que sans norme et sans interdit, il n'y a même pas de plaisir, on le sait très bien. Pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait quelque chose à outrepasser et à franchir. Le vrai danger, je dirais, dialectique de l'idéologie de la transgression généralisée, c'est que ça produit la fuite en avant, l'absence totale de résistance et de barrière, et que ça produit en fait à la fin un effet panique, car en réalité, on aime bien faire des choses parce qu'elles sont interdites. Si elles ne sont plus interdites, et notamment dans la séduction, à l'époque où il y avait les filles et les garçons séparés, moi j'étais à Stagne, il y avait l'école de filles, on grimpait sur le mur, regardait les filles, et on avait, et des deux côtés d'ailleurs, il y avait un désir interdit et transcendé aussi, transcendé par l'imaginaire, hein, il y avait tout ça, qui était très fort et qui amenait d'ailleurs à la rencontre future. Aujourd'hui, avec l'école mixte, la banalisation totale et la sexualisation notamment à l'école, ça produit quoi? Une apathie en réalité. On a une montée en réalité, quand on vérifie, de l'impuissance chez les classes moyennes et les classes bourgeoises. On a une montée de l'homosexualité qui ne s'explique que par la sociologie, ni par les hormones, ni par le gène, parce qu'il y a une lassitude des femmes, une peur des femmes, un dégoût des femmes à cause d'une certaine trivialité, etc. Il faut remettre en avant le discours du voile, le discours du non-dit, le charme du non-dit. Enfin là, il y a un vrai travail d'intelligence, je dirais, littéraire et sociologique et philosophique à mettre en avant, plutôt qu'une espèce de, comment dirais-je, de retour à l'interdit pour l'interdit. Et ça, j'insiste là, hein, c'est mon sujet, parce qu'il est complémentaire du tien. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pourrais rajouter un truc? Oui, vas-y. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, c'est-à-dire qu'au moment où on a voulu se libérer, moi je l'ai quand même vécu, au début c'était... Non, mais je ne l'oublie pas du tout. Moi je me souviens très bien des désirs qui étaient ceux de ma génération, c'était on voulait effectivement beaucoup moins d'hypocrisie, et on est sombré dans l'inversion des valeurs, ce qui n'était pas ce qu'on réclamait du tout. C'était pas du tout ce qu'on réclamait. Je voulais vous dire un truc, vous allez rigoler, j'espère. En tout cas, nous, on a bien rigolé. Tim Tate, le Britannique, il nous a raconté que, en tenant à peu près ce discours-là, à l'époque où Kinsey a fait son rapport, il y avait un État aux États-Unis qui interdisait de rire pendant l'amour. Est-ce que vous imaginez? Alors, pour que des gens soient assez malades pour faire passer des lois comme ça, il faut s'imaginer que ça implique qu'une femme pouvait éventuellement déposer plainte et qu'ensuite il y aurait des autres... Mais vous imaginez? Il faut voir les films de propagande puritains de l'Amérique des années 50. C'est très drôle à regarder sur Internet. Il y avait des associations religieuses qui faisaient notamment contre le rock'n'roll. Rock and roll has got to go, and go it does.
Vous voyez, et c'était un peu, on n'a pas envie de renouer avec ça, quoi. Absolument. Alors que ce soit clair. Ouais, alors évidemment, on peut dire que du rock'n'roll à la danse, machin, il y a eu, etc. Ça a amené l'apologie de la pulsion, c'est vrai tout ça, mais. Et puis il y avait Elvis. Elvis qu'on disait blanc, mais qui s'habillait comme un maquereau du ghetto de Memphis, qui chantait comme un possédé et qui exhalait la vulgarité, le sexe et l'urgence par tous les pores de sa peau. Il faut quand même y aller un peu mollo, parce que sinon, d'abord, on perd beaucoup de monde en route, y compris ceux qui en parlent le plus. Il y a quand même quelque chose d'insupportable, c'est que, on a remarqué aux États-Unis, les téléévangélistes qui font le plus la critique de la sexualité, en général, ils tombent régulièrement pour pédophilie, polygamie, attouchement, etc. Historiquement, les jansénistes, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Dans l'histoire que je raconte, les jansénistes étaient les plus rigoureux en matière de morale, et c'était eux qui organisaient les trafics d'enfants à l'hôpital général. Et puis on est en France. Voilà. On est en France, on n'est pas dans un pays anglo-saxon, puritain, etc., où par la catholicité, le sacré et l'érotisme sont relativement bien articulés. Absolument. Y a pas d'ailleurs, le sacré comme vecteur d'érotisme, l'interdit aussi comme vecteur de sublimation du plaisir. Tout ça était assez bien articulé, ça donnait toute la littérature très belle, enfin il suffit de dire Stendhal, etc., pour voir effectivement que l'amour peut être magnifié par une société du respect et de la transcendance, quand il y a un dosage qui était assez réussi dans nos sociétés latines, société italienne, société française, société espagnole dans un autre genre, et que là-dessus on est plutôt meilleur que les anglo-saxons, et c'est pas pour rien d'ailleurs que le rapport Kinsey vient des États-Unis. Une fois de plus, ça participe aussi d'un impérialisme américain. Et aussi, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que moi, je connais beaucoup d'homosexuels, parce que les homosexuels sont très liés au monde de la nuit et au monde de la fête. Et jusqu'à une époque récente, il y avait un lien profond entre le monde de la fête et les homosexuels, qui étaient des homosexuels festifs, et qui n'étaient pas revendicatifs. Ils ne revendiquaient rien. J'en connais encore beaucoup aujourd'hui qui ont vieilli. Ils n'ont jamais demandé le mariage. Ils étaient différents et tenaient à le rester. Ils avaient une pratique de leur homosexualité qui était un peu toujours avec la conscience d'être un peu différent, voire anormal, avec une certaine souffrance. Car je fais remarquer que l'homosexualité n'est pas un choix de consommateur. Ça vous tombe dessus. C'est pour ça que moi, je ne peux pas... c'est la limite à l'homophobie. Un jeune adolescent découvre dans la douleur qu'il n'est pas attiré par les femmes. C'est un chemin de croix pour lui, parce qu'il va être jeté dans une marginalité, ça va être un problème avec ses parents, sa vie, etc. Mais ce qu'il faut admettre, c'est qu'il ne choisit pas d'un seul coup par perversité d'être excité par un homme plutôt que par une femme. Il découvre de lui-même, dans une souffrance préadolescente et souvent un silence, une souffrance et un silence, qu'il est attiré par son copain et pas par la sœur de son copain. Et c'est en général un drame intime. Et tout ça est nié aujourd'hui par ces connards de l'homosexualité militante contemporaine qui vous font passer ça pour un choix individuel de consommation. Or, en réalité, l'homosexualité vous tombe dessus, vous découvrez que vous êtes homosexuel et vous n'avez pas le choix. Alors à l'époque, on disait que ça pouvait être éduqué, etc. J'y crois pas tant que ça, et c'est un peu dur. Moi, j'étais gaucher, on essayait de faire de moi un droitier. J'aime pas trop ce genre de truc. Et c'est vrai que de dire à un type, en réalité, t'as une sexualité immature, tu n'aimes pas les femmes, mais tu vas les aimer, mon pote. En revanche, à l'époque, pour que la société fonctionne bien, l'homosexuel avait une double vie, en réalité. Il épousait une femme, il avait des gosses, et il avait une pratique homosexuelle cachée. Or, toute la question est ça doit être caché. Caché d'abord aux autres et caché aux enfants. La sexualité ne s'expose pas, c'est un principe. Il est évident que c'est une source de troubles terribles d'exposer la sexualité et d'exposer les organes de la sexualité. Quand je vois qu'aujourd'hui, on a autorisé aux États-Unis aux femmes de se balader les seins à l'air dans Central Park, je crois, il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue anthropologique. Nous, on l'a fait dans les plages, il n'y a pas de il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, on est toujours dans l'idée que les femmes ont des poitrines magnifiques, ça va être génial de voir des femmes à poil. C'est beau de voir une femme à poil quand elle est belle. Quand elle n'est pas très belle, il vaut mieux qu'elle s'habille et bien habillée, parce que les vêtements, c'est fait pour améliorer l'idée du corps, vous voyez. Donc déjà, c'est très arrogant de penser qu'on peut exhiber son corps. Pour un type et une fille bien foutus, il y en a beaucoup, on préférait qu'ils ne se montrent pas trop, vous voyez. Et donc, il y a toute cette idéologie actuelle laide, catastrophique, stupide, qu'il est très facile d'aller contrer par des arguments simples, des arguments de bon sens, auxquels tout le monde adhère en réalité. Tout le monde adhère, y compris l'immense majorité des homosexuels. C'est un milieu que je connais bien parce que j'ai beaucoup pratiqué la nuit, j'ai travaillé dans la mode, etc. Les homos que je connais me disent « Mais Alain, nous on n'a jamais voulu de cette merde, ça crée de l'homophobie à tout va. » Et c'est pour ça que vous imaginez que les LGBT, en statistique, c'est encore plus infime que le CRIF. Oui, c'est ça. Ouais. Absolument. Il y a très peu d'hommes dont le rêve est de devenir des femmes et vice-versa. Et qu'on ne nous dise pas que ces gens-là font pression sur la République par leur puissance intrinsèque pour faire changer les lois. On se sert d'eux pour casser
des structures de résistance à la toute-puissance du marché et de résistance à l'immoralité que représente en fait le capitalisme financier dans sa phase ultime. Donc l'idée ultime de tout ça, c'est que l'homme, comme le dit bien Kant, a la loi morale en lui. Et que cette loi morale est un frein, non pas à la sexualité, mais est un frein à la dérive maximale du capital, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme de façon absolument éhontée et obscène. Et que les détenteurs du capital savent que s'ils veulent pouvoir aller au-delà dans l'expansion de cette logique interne et aussi dans la soumission des peuples à cette logique qui fonde leur domination, il faut qu'ils cassent des barrières de résistance. Et pour casser ces barrières de résistance, effectivement, il faut démoraliser l'homme. Il faut le démoraliser, c'est-à-dire lui enlever tout espoir d'une société alternative, donc faire du libéralisme l'horizon indépassable de notre temps. Et il faut le démoraliser en lui faisant perdre tout sens moral, pour qu'il accepte à la fois le sort des Palestiniens, qu'il accepte effectivement que ces gosses, il soit obligé de les vendre pour bouffer à des prédateurs sexuels riches, ce qui est le cas au Maghreb, par exemple, il ne faut pas se mentir, c'est une pratique courante au Maroc, chez les pauvres. Voilà. Et que pour qu'on accepte tout ça, il faut casser tout ça. Et pour ça, il faut le casser par de la propagande, du dressage, en faisant croire que c'est progressiste, que c'est égalitaire, que c'est normal, que c'est votre intérêt d'y adhérer, et que vous vous sentiez marginal, isolé et inquiet si vous y résistez. Et c'est ça qu'on a essayé de nous faire croire cette année. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu? Des manifestations de masse de gens qui étaient contre, comme quoi il y a vraiment une résistance anthropologique. Et toute la gêne du pouvoir, ça a été de nier qu'une immense partie des gens, au-delà de tout clivage politique, même si ça a été tenté d'être récupéré par l'UMP, etc., n'avaient rien contre l'homosexualité discrète, et même que des homosexuels vivent entre eux, et même qui se paxent pour des raisons d'héritage, etc., les gens s'en foutent et sont assez tolérants, mais qu'on ne voulait pas inscrire dans la loi quelque chose qui touche à des fondamentaux anthropologiques. Et c'est ça qu'on a fait. Et qu'effectivement, quand on commence à inscrire dans la loi des choses qui sont le contraire de la loi naturelle, il n'y a pas de limite. Puisqu'effectivement, pourquoi pas la polygamie, pourquoi pas l'inceste librement consenti, etc. Tout le reste étant, je vous le dis, de la vision réactionnaire, passéiste, des entraves à la liberté et l'égalité. Voilà, donc il faut que vous maîtrisiez bien cette dialectique de la critique et du commentaire, justement pour ne pas vous tombez dans le piège de l'autre qui veut vous faire passer, d'ailleurs toujours pareil pour un antisémite, un raciste, parce qu'aujourd'hui le racisme est étendu, si vous êtes contre les LGBT, vous êtes raciste, parce qu'aujourd'hui vous êtes raciste anti-homo, raciste anti-juif, raciste anti-femme, le concept de racisme s'est étendu à peu près à tout, et on doit gagner ce combat des mots, ce combat des concepts, ce combat justement des articulations historiques, et ça demande autre chose que, une fois la colère et le bon sens, ça demande un travail pédagogique, didactique, dialectique. Et quand on le fait bien, on n'a plus en face que la mauvaise foi, le mensonge ou la dissimulation. La preuve, c'est que Farida, notre camarade Farida, que je salue, a réussi à faire reculer la loi. Parce que dès lors que tout le monde elle a sorti le lièvre, en fait. C'est un truc qui devait passer en douce, au nom de l'égalité homme-femme. La sexualisation des enfants, la banalisation de l'homosexualité comme pratique totalement équivalente à l'hétérosexualité. C'était tout ça. Les gens se sont rendus compte que c'était plus ou moins vrai, que ça allait arriver. Ça les a choqués. Payon n'a pas été reconduit à son poste de ministre dans le gouvernement Valls, ce qui est un signe. Et là, ils ont momentanément enlevé la loi. Momentanément, parce qu'ils reviendront sous un autre nom. Le nouveau plan égalité filles-garçons s'appliquera dès la rentrée 2014 dans toutes les écoles. Il s'agit, selon le gouvernement, d'un programme ambitieux. Même si le nom a changé, il s'appuie bel et bien sur les ABCD de l'éducation. Cet enseignement de l'égalité filles-garçons fera partie d'un socle commun contenu dans les programmes qui vont du CP à la 3e. Ce nouveau dispositif est censé mettre fin à la polémique lancée par des mouvements d'extrême droite qui dénonçaient à travers les ABCD la mise en place d'une théorie du genre niant la différence sexuelle. Ce que nous annoncerons demain, en effet, vous verrez, est très ambitieux, plus que ne l'étaient les ABCD de l'égalité qui ne concernaient que 275 écoles. Écoutez-moi bien, nous passons de 275 écoles à toutes les écoles, tous les enseignants, tous les élèves. Et je vous renvoie vers nos annonces de demain. Le nom ABCD de l'égalité, qui est le nom attaché à l'expérimentation, n'apparaîtra plus pour une raison simple, c'est que nous ne serons plus dans l'expérimentation. Mais ils savent que là, c'est dangereux, qu'il faut calmer le jeu. Genre,
on reviendra plus tard, on a loupé notre coup, vous voyez. Donc tant mieux parce qu'on les a fait louper leur coup, toi, moi, Farida, etc. Et ils reviendront. Judith. Et Judith aussi, que je ne connaissais pas, mais que je découvre avec plaisir. Ils reviendront, et sachant bien que derrière, effectivement, il n'y a pas que la sexualité, il n'y a pas que le drame d'un type qui se sent mal dans son sexe et qui voudrait être une femme. Ces drames individuels sont tout à fait gérables, ils sont ultra marginaux, et on a tous connu un ou deux travelots comme ça dans le quartier. En général, on a un peu pitié, ils sont en général assez émouvants. Ça ne génère pas d'agressivité, ça génère des rires narquois et de la compassion pour les gens qui sont charitables. Donc tout ça est gérable dans une société, parce que c'est des phénomènes marginaux, hein, c'est une question de quantité en réalité tout ça. Hein. Et il y a bien derrière un autre projet qui est ce qu'on appelle le satanisme quand on veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire cette société totalement de violence et totalement je dirais de valeurs totalement inversées, pour que les gens qui sont à la tête par la logique de l'argent puissent continuer à aggraver leur pouvoir et leur domination par cette même logique de l'argent. Donc c'est pour ça que quand on voit par exemple des gens du front de gauche qui seraient pour le LGBT qui prétend être des combattants anticapitalistes ou le NPA, là on peut les mettre savamment et de façon savante face à leurs contradictions. Hein. Soit ils comprennent qu'ils n'ont pas fait le travail, soit ils sont dans la malhonnêteté totale. Hein, parce qu'un type de gauche authentique et de la gauche sociale doit se méfier de toute cette sociétalisation de la gauche et de toutes ces stratégies qui finalement, en dernière instance, favorisent toujours, j'ai le dit, le pouvoir de prédation du riche sur les pauvres. Hein, c'est toujours le droit de l'homme, les droits de l'homme sont en réalité les droits du bourgeois, et les droits du bourgeois, quand on creuse, sont les droits du plus riche. Hein. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se poser la question des droits de l'homme, pas parce qu'on est contre les droits des hommes et des femmes, mais parce qu'en fait, les droits de l'homme cachent quelque chose qui sont effectivement libérer de tous les interdits traditionnels la possibilité de prédation des riches. Hein, c'est ça, sur le plan, d'ailleurs, à tous les niveaux, hein, géographique, temporel, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut être si on veut mener ce combat intelligemment et le gagner. Hein, voilà. Donc, ne rien lâcher effectivement sur le fond et éviter le piège du discours réactionnaire rétrograde qui n'est pas satisfaisant, n'est pas efficace et puis qui n'est pas satisfaisant par rapport à soi-même. Moi je ne veux pas me mentir, je sais très bien d'où je viens, je sais très bien d'un seul coup, j'ai pas envie de dire tout ça est un scandale, machin, etc. Et surtout avec le mensonge de la double vie, hein, parce que on le voit à chaque fois qu'il y a un scandale aux États-Unis, hein, c'est toujours ceux qui donnent des leçons à tout le monde qui se font choper, en général la main dans la braguette et en général pas la leur. Hein. Voilà, je terminerai là-dessus. Oui. Alors je voudrais rajouter quelque chose. Je souscris totalement à ce que dit Alain. J'ai, en étudiant le fameux programme qui est présenté par l'Organisation mondiale de la santé et qui préconise l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, j'ai vu passer une notion absolument terrifiante qui s'appelle les droits sexuels. Et moi, quand je dis que la sexualité relève du sacré, je ne dis pas que c'est le mariage qui relève du sacré, que la sexualité relève du mariage, etc. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que chacun doit savoir que ce qui pousse un homme vers une femme vers un homme, ça relève de quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, qui ne doit pas être dévoyé. À partir du moment où on commence à décider que les enfants, on va leur apprendre à se masturber à partir de l'école maternelle, je veux dire, où va être le désir, où va être l'attraction, où va être la liberté, c'est absolument monstrueux. L'Organisation mondiale de la santé, sous la pression de Kinsey, on a compris, ils ont inventé ce qu'on appelle un droit sexuel. Les droits sexuels, ça veut dire que les gens ont le droit d'avoir leur vie sexuelle. Mais attendez, c'est à la loi de légiférer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que les droits sexuels? Moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand des parents vont interdire à leurs enfants de jouer à touche-pipi avec les autres, on va leur enlever. On va leur enlever. Ça va être la négation des droits sexuels. On va appeler un numéro, ça sera de la maltraitance. Maltraitance à enfants, parce que j'ai voulu, on vous a surpris. Déjà en Suède, on peut vous enlever votre enfant, mais l'enlever, c'est-à-dire qu'il sera mis dans un foyer ou ailleurs, si vous l'avez menacé de le gifler. C'est-à-dire, vous menacez votre gosse de la fessée, on vous retire votre gosse. Alors, vous imaginez, d'ici quelques années, quand tous ces programmes-là vont être mis en place, vous allez retirer la main du petit garçon de la culotte de la petite fille et on vous l'enlève parce que vous réprimez ses droits sexuels. Donc, la sexualité, que ce soit clair, pour moi, ça relève de la sphère privée et ça relève de quelque chose de merveilleux qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas, qui s'appelle l'amour. Et ça, ces choses-là, ça relève du sacré. Maintenant, chacun fait comme il veut, et moi, je fais comme je veux. J'ai pas envie ni de m'en justifier, ni qu'on me donne des leçons, d'accord? Mais ça relève de la sphère privée, et publiquement, la morale que nous devons absolument
revendiquer, c'est que ce qui sort du privé, c'est de l'attentat à la pudeur et de la corruption de mineurs. Et c'est ça qui se passe. Et puis l'ingérence de l'État dans les affaires privées jusqu'au bout, c'est la définition du totalitarisme. Hein. Un État totalitaire, c'est un État qui se permet de s'occuper de vous jusque dans votre intimité la plus intime, jusque dans vos chiottes. Et ça, c'est très inquiétant, c'est totalitaire, vous voyez. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, au nom de la liberté, justement, on doit combattre tout ça. En fait, toute la logique de l'ennemi s'est inversée. Parce qu'avant, ils faisaient tout ça au nom de la transgression. La transgression, c'est aller au-delà d'une norme pour le plaisir de la dépasser, parce qu'il y a un plaisir à la fois à savoir qu'il y a une norme et à jouer avec. Mais dès lors que la transgression devient la norme, je veux dire, c'est dialectique et ça s'inverse. Là, il y a le plaisir finalement de ne pas obéir à la norme transgressive. Vous voyez, c'est la lassitude de la transgression. Et c'est pour ça que tout ça doit s'étudier dialectiquement, historiquement. Et c'est très facile de vaincre l'ennemi par les concepts. C'est très facile. Hein. On verra jamais un type du Front de gauche ou encore moins un type du NPA oser discuter avec un mec d'égalité-réconciliation d'aucun sujet sérieux. Il n'a pas le niveau intellectuel et quand il commence à aller sur le terrain sérieux des concepts, il est vaincu très très vite. C'est pour ça qu'il n'a d'ailleurs que la malhonnêteté, la violence et le mensonge. Hein. La violence et le mensonge et le monologue, c'est-à-dire vous empêcher de parler et dire autre chose. Quoi. Mais c'est... Les militants du Front de gauche sont venus jouer les troubles faits. C'est des gens qui sont passés pour les défenseurs des travailleurs et qui aujourd'hui vous empêchent de parler et vous empêchent de vous faire entendre. Donc, de ce point de vue-là, notre situation est assez confortable. Je pense que face à n'importe quelle catégorie de population, en adaptant un peu notre discours, soit par le recours au bon sens, ou soit par le recours justement au raffinement intellectuel poussé le plus loin possible, on est vainqueur. Hein, on démonte toute cette merde actuelle. Simplement, il faut faire le travail, je dirais, sereinement, sans s'énerver, parce que... Mais il y a des trucs qui énervent quand tu penses Non, mais attends, je vais t'expliquer un truc. Non, mais il y a des choses qu'on ne savait pas. Non, mais les agressions contre les enfants sont faites par des jeunes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que maintenant, des enfants violent des enfants. Alors, quand on avait un jeune de 18 ans qui en violait un de 13 ans, on disait c'est choquant, mais maintenant, ce sont des enfants de 11 ans qui violent des petites filles de 8. Attendez-vous. Tout s'est déroulé derrière ces grilles, dans le huis clos de ce centre d'accueil pour enfants en difficulté. Il y a quelques jours, un adolescent de 13 ans force un petit garçon de 6 ans à lui faire une fellation. Après, il y a une limite physiologique. Hein, il y a une limite physiologique, mais oui, pour certaines choses. Maintenant, tu as des gosses prépubères qui seront violés par le gosse. Enfin bon, il y a vraiment des choses comme ça qui sont en train d'arriver et qui se généralisent. Et il y a récemment, je pense que c'est ER qui l'avait relayé, un petit garçon de 11 ans qui a violé une petite fille pendant que sa sœur la tenait. Dans les chiottes d'une école. Mais attendez, c'est tout le temps, c'est partout. C'est ça vers quoi on va. Je voulais vous dire, Judith Reisman a présenté un tableau pendant les 3 jours de Zagreb, absolument effarant, qui montre, je ne sais pas si vous vous souvenez, toi tu t'en souviens certainement, une des justifications qui était prise au sérieux à la libération sexuelle était qu'il y aura moins de crimes sexuels quand il y aura plus de liberté. C'est-à-dire que plus les gens sont frustrés, plus ils s'en prennent avec violence, et ça, moi j'ai tout à fait entendu cet argument. Le gars, il a violé, oui, parce qu'il était frustré, donc on va supprimer la frustration. C'était les grands discours de Wilhelm Reich, on supprime la frustration. Et on a le recul statistique pour montrer que c'est l'inverse. Oui. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'augmentation, et Judith nous avait présenté un tableau, l'augmentation des crimes sexuels, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a de plus en plus de violences sexuelles, de crimes sexuels, de plus en plus atroces, et c'est en relation directe avec l'absence de morale sexuelle. C'est-à-dire mon plaisir et mon droit, c'est l'axiome de base, et maintenant, violence avec atrocité, machin. Il y a vraiment des tableaux qui sont faits. Il y a aussi une mise en relation de la vie sexuelle et de la réalité sociale qui rend possible ou pas la vie sexuelle. En réalité, l'activité sexuelle, comme je l'ai souvent dit, n'est pas une activité productive, c'est une activité de loisir. En réalité, quand on montre à un adolescent, par de la mauvaise éducation, qu'il a le droit à tout, alors en réalité, dans sa vie réelle, rien n'est possible parce qu'on a des périodes de chômage, de crise, de tensions communautaires, etc. Ça crée un tel décalage entre ce qu'on lui dit qu'il peut faire et ce qu'en réalité il peut faire. Car aujourd'hui, dans notre société, on fait la culture du désir. La culture à l'échelle industrielle. Vous le savez. On prend l'exemple maximum qui est le jeune de banlieue d'origine maghrébine qui, en théorie, a tous les droits
notamment de s'émanciper de sa famille musulmane, etc., et qui en réalité se retrouve dans une situation sociale et symbolique où sur le marché du désir, sauf s'il recourt à la force, il est en bas de l'échelle. Et ce qui est dégueulasse, c'est cette comment dirais-je, dichotomie ultra-violente et ultra-malhonnête, où on vous vend que vous pouvez absolument... tout est autorisé, mais rien n'est possible. C'était la phrase de Kluskar, d'ailleurs, il disait que c'était la crise du capitalisme, c'était ça. C'est qu'idéologiquement, vous avez tous les droits, mais pratiquement, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail. Vous revenez avec, toujours aux éditions blanches, Misère du désir. Alors, c'est quoi, Misère du désir? Voilà. Le premier truc, c'est de dire, toute la société actuelle fonctionne sur le désir. Ouais. Et en fait, il y a une énorme arnaque, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a réduit la liberté au désir et le désir à l'acte d'achat. C'est-à-dire que la mécanique globale aujourd'hui, on est dans l'idéologie du désir, c'est-à-dire de mettre un cul derrière chaque marchandise pour que les gens consomment. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette idéologie du désir que nous ont vendue les 68 arts comme une liberté, et l'aliénation suprême, et en plus l'aliénation de la femme suprême, là pour parler d'Alonso, c'est-à-dire c'est mettre une bagnole, un cul de gonzesse, 1 litre de lait, des nichons, et moi je veux dire, c'est comme le chocolat, quand on en a trop bouffé, on est écœuré, et on est en train de tuer le désir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société occidentale où il y a du cul partout, et où on baisse de moins en moins. Trop de cul, tue le cul. Voilà. Il y a des gonzesses à poil plein les photos, mais il n'y a jamais autant de solitude et de frustration dans la population réelle. Comme j'ai expliqué, même dans mon bouquin Sociologie de Dragueur, que pour qu'un jeune puisse s'accoupler avec une jeune fille, ça vient pas à l'idée du bourgeois, cette question-là, mais c'est la question du local, du plumard. Où fait-on ça ? Quand on habite dans un 4 pièces avec 6-7 frères et sœurs, ou sa grand-mère et son grand-père, etc., où est-ce qu'on baisse? Dans les caves? Rappelez-vous de l'histoire de la cave. Alors que, donc il y a toute une dimension pratique de la possibilité de la sexualité. Or, avec l'effondrement des conditions sociales, il y a de moins en moins de possibilités pratiques d'avoir une sexualité épanouie, et une idéologie de la liberté sexuelle de plus en plus exponentielle. Donc il y a de plus en plus d'écart entre le mensonge idéologique et la réalité pratique. Ce qui produit effectivement de l'ultra-violence, de la frustration et du déséquilibre. Parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on serait dans une société où ça baise à tout va, etc. En réalité, je pense plutôt qu'on est dans un recul moyen de la sexualité par rapport aux années 70. Il y a plus, c'est une courbe de Gauss, il y a beaucoup plus de frustration en moyenne et de l'hyper-délinquance à la marge, hyper-violente, etc. Mais en réalité, on parle beaucoup de sexualité aujourd'hui, alors qu'on n'en parlait pas avant, mais on pratique très peu. Et quand moi j'interroge de la jeunesse, le rêve des jeunes gens, c'est toujours l'amour, la rencontre amoureuse et la passion sentimentale. En réalité, quand on gratte, il y a une espèce de permanence de tout ça. Ça, je l'entends. Et c'est toujours aussi difficile à réaliser. Il y a toujours l'immense difficulté de la rencontre du garçon et du masculin et du féminin. Et c'est toujours aussi angoissé, problématique, rare, étonnant, etc. Donc en réalité, il y a réellement une constante profonde de tout ça, mais il y a simplement un discours idéologique qui, au lieu d'accompagner tout ça pour amener à une espèce de paix sociale ou à quelque chose de fonctionnel, ce qui devrait être normalement le but de l'idéologie, c'est de produire de la fonctionnalité. En fait, c'est une idéologie qui est faite pour produire de la dysfonctionnalité, c'est-à-dire de la violence et de l'échec. Et tout ça, même s'il y a une absurdité là-dedans, il y a aussi une logique de marché. Parce que quand on est seul et qu'on rêve de baiser et qu'on baisse pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait les magasins, je veux dire, on consomme. Il y a tout ça. On sait très bien que la fille seule, angoissée, salariée, qui a un petit pouvoir d'achat et qui est seule, le samedi, elle achète des chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça. Le type, il achète du chichon. Je veux dire, on sait très bien que la drogue en banlieue est un palliatif à l'impossibilité d'avoir une vie sexuelle qui correspond à ce que la société vous autorise ou vous promet. Et que le truc de banlieue typique, c'est le film porno, le DVD porno et ce qui correspond à la comment dirais-je, au bromure, à ce qu'on donne en prison, le chichon. Et que ça, c'est tragique, parce que c'est le contraire d'une société d'égalité, de liberté, d'épanouissement. Donc chaque fois qu'on va sur le terrain pratique, on voit que tout ça est un mensonge, une dégueulasserie, qui en général se retourne contre les gens qui prétendent aider, même pas, d'ailleurs, pas seulement les enfants, y compris d'ailleurs quand on prétend faciliter le travail de changement de sexe aujourd'hui en les remboursant par la sécurité sociale, des études sérieuses statistiques montrent que les gens qui ont changé de sexe souvent le regrettent après, et que la voie la plus fréquente du transsexuel, c'est le suicide. On le sait très bien. Today we're going to talk a little bit about a survey that was done where they interviewed 6,456 transgenders to find out what their lives are like after they change genders. Let me read some of the study results for you today.
these transgenders reported living in extreme poverty. They also reported that they misused drugs and alcohol. They reported that their incomes were 4 times lower than that of non-transgenders, that their unemployment rate was twice that of the general population. 2% of them reported that they were homeless, and that's twice the national average. And worst of all, 41% of these transgenders reported that they had attempted suicide. This survey was conducted by the National Gay, Lesbian, and Transgender Task Force when they joined with the Center for Transgender Equality. The survey was intended to show a wide-ranging discrimination toward transgenders. However, what they proved really was that changing genders is not successful at improving the lives of transgenders. Or derrière, ça intéresse qui? Le lobby des chirurgiens, parce que finalement ça fait de l'opération, c'est l'espèce d'extension de la chirurgie esthétique à tout et à n'importe quoi. Derrière, il y a toute une espèce de banalisation de la chirurgie esthétique qui était une pratique d'élite, donc avec un marché restreint qui se massifie, avec en plus la sécurité sociale qui rentre dedans, avec le remboursement, et que tout ça intéresse toujours, pareil, le marché. Le marché d'ailleurs de toujours les mêmes, hein, le chirurgien qui va se remplir les poches, et le pauvre qui finalement est allé se faire amputer le sexe, charcuter, etc., en pensant que ça va changer sa vie, et que qui sort jamais de la dépression, et c'est vérifié statistiquement, hein, et qui finit par se suicider, quoi. Donc les salopards qui font croire à un type qui se sent mal, qui suffira, qui passe sur le billard pour après être une femme épanouie, et qui va même chanter et gagner la Starac. Non, il est pas transsexuel, c'est juste un travelot. Hein. Il a toujours, il paraît... Non, mais quand on voit le dernier vainqueur de l'Eurovision, on voit bien que tout ça, c'est de la propagande. C'est pas un hasard si à un moment donné, on nous dit qu'on peut être... et je pense même que c'est pas un hasard s'il est autrichien, qui est quand même la nation du Führer. Hein. Tout ça, c'est pour continuer à humilier le moustachu. Hein, bah oui. Et celui d'avant était israélien. Oui, je pense que il y a... L'intérêt de tout ça, c'est que quand on a les outils, au lieu de trouver ça absurde et désespérant, on peut y trouver de la cohérence. Et quand on est capable d'expliquer, on sort de la dépression. Donc souvent, c'est ce que je parlais souvent avec des psychiatres, je dirais, le meilleur remède à la dépression, c'est la maîtrise du concept. Parce que ce qui rend dépressif, c'est l'incompréhension. Absolument. Hein, qui est générateur d'angoisse. Et aujourd'hui, ça sert à rien d'aller sur le terrain souvent psychomédical, alors que c'est un terrain purement, je dirais, philosophique finalement. Je reçois des courriers tous les jours de jeunes qui me disent « Je suis sorti de la dépression grâce à Égalité et Réconciliation et au site, parce qu'avant, le monde me semblait absurde et délirant, et aujourd'hui, je jouis de comprendre le jeu de l'ennemi, et de comprendre me fait participer, exister et dominer. Comprendre, c'est maîtriser, hein, c'est reprendre le pouvoir d'une certaine manière sur le plan conceptuel et symbolique. Et tout ça, notre utilité est là, c'est que on est totalement socialement et politiquement écrasé par les dominants. Hein. On est vraiment les marginaux absolus à ER aujourd'hui. C'est même une fierté. Mais on domine encore par notre maîtrise analytique. Hein. Et du coup, on a une espèce quand même de sourire et de sentiment de plénitude qu'on retrouve bien mieux quand se calme, qu'on retrouve bien plus chez Marion que chez Caroline Fourest. On voit par exemple que Caroline Fourest porte sur son visage et dans sa manière de s'exprimer tous les stigmates de la névrose, hein, de la dépression et de l'angoisse, et qu'on sait que même on peut s'imaginer qu'à terme ça finira mal pour elle. Hein. J'imagine mal Caroline Fourest dans 30 ou 40 ans. Hein, voilà. Et c'est là-dessus que nous, on rigole un peu. Et donc c'est important, je vous dis... la maîtrise de tout ça, la compréhension de tout ça, ne pas trouver ça seulement absurde et monstrueux, mais comprendre que derrière il y a des logiques, d'abord ça réhumanise le truc, parce que ça le réintègre dans un processus compréhensible, parce que l'incompréhensible est forcément dangereux et d'une certaine manière inhumain. Moi je suis hegelien, hein, tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Hein, sinon c'est qu'on n'a pas fini le boulot. Notre travail, c'est ça, c'est la colère de Marion et son travail historique, c'est important, et derrière, un petit complément sociologique et conceptuel pour effectivement maîtriser totalement le dossier. Voilà. Je vous avais dit
Je vous avais dit tout à l'heure que je vous raconterais ce qui s'était passé pour Judith en Israël. Donc, pour des raisons qu'elle ne m'a pas expliquées, elle est allée à un moment donné en Israël. Mais vous savez, c'est pas difficile. Quand vous êtes juif, vous dites en Israël que vous voulez vous installer, on vous ouvre un pont d'or, on vous donne des trucs, des machins, des bidules. Elle y est allée avec ses enfants. Et elle a participé un jour à un... Je ne sais pas combien de temps elle y est restée. À mon avis, elle n'est pas restée longtemps. Elle est repartie avec ses clics et ses claques. Mais elle a été invitée à une espèce de congrès de sexologie. Alors, quand même intéressant, parce que moi qui connais Israël il y a longtemps, j'aime autant vous dire que des histoires de savoir que Israël est devenu une capitale mondiale des destinations LGBT, moi, ça me sidère. Ça me sidère. Il y a eu un virage à 180 degrés qui a été pris par ce pays. J'aime autant vous dire que je suis contente de ne plus y aller. Je vais dire, je ne reconnaîtrai pas grand-chose. Donc, elle a participé à un congrès comme ça, où elle est intervenue parce qu'elle avait un doctorat en communication. Enfin bon, elle est intervenue. Elle a fait une déclaration qui a semé la stupéfaction dans l'assistance, où elle a raconté ses histoires de viol d'enfants par Kinsey et tout. Et il y a eu un tel silence de mort après son intervention, il n'y a pas eu, on aurait entendu une mouche voler, pas un applaudissement, pas de questions posées, rien du tout. C'était le silence de mort. Qu'il y a un journaliste... On aurait entendu une mouche violer. On aurait dit une mouche violer. Il y a un journaliste suédois qui a pris le micro, qui a dit « Messieurs, dames, je ne suis pas là pour intervenir, je ne suis que journaliste, je ne suis jamais intervenu nulle part, mais vous avez là une femme qui vient de vous lancer une bombe atomique et vous n'avez rien à lui poser comme question ?» Alors, il y a quelques questions qui ont commencé à fuser et tout. Bon, Judith est rentrée chez elle et son assistante l'a retrouvée le lendemain en lui disant « J'ai dîné avec tous les organisateurs, ça n'a été qu'un dénigrement systématique de tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'à un congrès mondial organisé à Tel Aviv ou à Jérusalem, sur la sexologie, le machin, le truc et le bidule, ils étaient tous du mauvais côté, tous. » Elle a repris ses petites affaires et elle est partie. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais Judith, vous parlez l'hébreu au moins? J'ai essayé de lui lancer 2-3 mots en hébreu, elle me dit non, j'ai un blocage. Ceci dit, on n'est pas obligé de relier cette affaire systématiquement à la question israélienne. Hein. Non, mais enfin bon, on n'est pas obligé. On est déjà suffisamment montré du doigt comme ça. On doit pouvoir parler de ce sujet sans passer par la Palestine occupée. Hein. Non, mais là, c'était Jérusalem-Ouest. Mais c'est vrai qu'Israël est à la fois le pays de l'ultra-orthodoxie, absolument. Qui est quand même une codification intégrale de la sexualité. Absolument. Et c'est Jérusalem, d'ailleurs, et puis Tel Aviv, qui est le paradis de la gaïtude. Absolument. Et c'est le pays des extrêmes. Israël est le pays des extrêmes, quoi. Voilà, c'est un pays sans doute qui ressemble au nôtre, mais tout est exponentialisé sans doute, tous les paradoxes, les contradictions, etc. Mais on n'est pas obligé de recourir à la judéité de Madame Reitzmann pour avoir le droit de combattre la pédophilie, parce qu'il y a aussi quelque chose d'agaçant, c'est qu'à chaque fois, il faut montrer pas de juive pour avoir le droit de parler d'un sujet. Hein, on en a un peu rien à foutre. Hein. Non, mais enfin, elle fait partie de notre club quand même. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'agaçant, c'est-à-dire, c'est bien qu'elle vienne dans notre club, parce que comme en plus elle est juive, si on va la traiter d'antisémite, non, c'est pas qu'elle est juive, c'est qu'elle est traitée d'antisémite. Mais il faut qu'on n'en ait plus rien à foutre de tout ça. Oui, non, mais on est d'accord. Tout le monde a été traité d'antisémite, vous le savez, tout le monde, y compris les juifs qui essaient de garder leur quant à soi. Je pense qu'il faut qu'on se libère, non, mais tu as raison, non seulement de cette menace, mais de manière d'y répondre avec notre joker juif. J'ai mon juif. Moi, je donne la parole à Gilad Atzmon parce qu'il est très performant sur le sujet. Et quand je dis que Gilad Atzmon est juif, il m'engueule. Il fait non, je ne suis plus juif. J'ai le choix. Et c'est vrai, quand je me dis c'est vrai, je suis con. Dieudonné ne peut pas cesser d'être noir. Bah oui, il ne peut pas. C'est une couleur de peau. Mais on peut très bien décider de ne plus être juif comme on peut ne plus être catholique, puisqu'il me semble que c'est une religion, que c'est pas une race. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi qu'on se désaliène de cette... D'ailleurs, ce que Bronfman appelle de l'antisémitisme. Quand il dit c'est de l'antisémitisme de penser qu'on a du pouvoir et qu'il faut ceci, cela, parce qu'ils savent toujours tout retourner en antisémitisme. C'est-à-dire finalement, trop aimer certains juifs serait une forme d'antisémitisme. Vous voyez, ça voudrait dire c'est pour cacher quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on s'émancipe totalement de tout ça. On n'en a rien à foutre. On juge les gens à la qualité de leur discours. Et cette dame, évidemment, se bat, mène un combat légitime. Elle a la maîtrise sur le plan conceptuel, historique et sociologique. J'espère qu'on traduira son bouquin. C'est une question de... C'est une question de budgéter, de le planifier. C'est du travail. Le travail, ça coûte de l'argent. Et comme je te le dis, on n'est pas le CNRS. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on n'est pas l'État français. C'est pas payé par l'État. C'est nous. Et donc, on génère une indépendance, une économie. Et on va essayer de faire en sorte que ça aboutisse. Ça prend toujours souvent un peu plus de temps que prévu, mais sans doute qu'on le fera. On a conscience que le combat contre cette, banalisation de
de la pédophilie, parce que c'est ça qu'il y a derrière, est un combat majeur à mener aujourd'hui et que c'est un combat politique. On le sait par tout ce qui s'est passé d'ailleurs cette année en France. Voilà, mais il faut aussi, je veux dire, pareil, articuler ce combat à tous les autres. Hein. Je pense que ça a à voir aussi avec la dérive du capital, hein, d'une certaine manière. Moi, je reste assez marxiste, quoi. Voilà, la nécessité oui, chercher à qui profite le crime. Qui a financé l'Institut Kinsey, c'était Rockefeller, et aujourd'hui, c'est Soros. Oui, ben voilà, oui, c'est toujours... Voilà, on a fait le tour. Hein. Et ces gens-là, je suis pas sûr qu'ils veulent, quand on voit leur vision du monde et les clubs auxquels ils appartiennent, leur but soit le bien de l'humanité tout entière et l'élévation de la jouissance des masses. Hein. En général, ils ont des visions très élitistes du monde. Donc, oui, donc je crois qu'on a à peu près toutes les clés pour comprendre et agir. Voilà. Hein. Je vous annonce d'ailleurs à la marge que j'ai un procès, parmi tous les procès que j'ai, qui m'intente Pierre Berger, qui dit que j'aurais sous-entendu qu'il était pédophile. Et donc là, j'ai un procès. Et moi, je dis non, je lui pose la question, parce que je trouve que, compte tenu de toutes ces déclarations, la question est totalement légitime. On a le droit, c'est pas hors la loi de poser la question à quelqu'un qui a un positionnement quand même très précis, de savoir s'il est pour la pédophilie ou pas. Parce que, limite, il m'envoie au tribunal pour ça. Ce qui veut bien dire que même dans son esprit, c'est criminel, la pédophilie. Ouais. Hein, voilà, parce que sinon, il devrait dire, bon, bah, la loi est contre moi, parce que la loi est comment dirais-je, rébarbative et limitatrice de liberté, mais c'est vrai que j'aimerais la faire évoluer dans le sens de la liberté, de la plus grande liberté pour que les adultes puissent aimer des enfants. Il pourrait répondre ça. Alors il m'envoie au tribunal en disant Soral m'accuse en douce de pédophilie. Ce qui vous voyez qu'il ne se sent pas si sûr que ça et qu'il a peur. Ces gens-là, s'ils étaient sûrs de leurs valeurs, ils ne se défendraient pas à ce point-là. Hein. Il y a quand même quelque chose de louche à ce niveau-là. Hein. Ben, c'est le propre des pervers, c'est-à-dire que le sadique tout court, c'est le gars qui fait du mal parce qu'il en jouit, mais il peut éventuellement dire oui, mais il ou elle était d'accord, tandis que le pervers, il dit oui, je fais du mal, j'en jouis, c'est mal, ben oui, c'est justement pour ça que c'est bon. Ouais. En tout cas, j'ai ce procès avec Pierre Berger qui va me demander beaucoup d'argent encore pour cette histoire. Hein. Ouais. Oui, la présidente Merci. Tout ça. Bah ouais, en fait, j'ai pas fait les autres. Comment ton prénom? Tu mets un bonbon à l'anus. Tes bonbons à l'anus, c'est pas aussi. C'est bon. Hein? Sans café, tu peux mettre. Non, c'est bon.